Des rues barricadées. Nous sommes à Abobo-Baoulé, un quartier de la commune d'Abobo. Ici, des mesures de sécurité sont renforcées pour la protection des habitants contre les enlèvements d'enfants et le grand banditisme. Quand on regarde la cité, on a comme l'impression qu'on est dans une ville. Il faut aller à la réalité, on est dans un village. Tout le village est goudronné. Et quand les automobilistes voient que la voie est bien dressée, on appuie sur l'accélérateur. À plusieurs reprises, les gens ont failli ramasser les enfants et tout. Donc il fallait quand même freiner un peu ça. Nous-mêmes, on fait aussi de la sécurité. Il y a les responsables de la sécurité, voilà, des hommes avisés, voilà, qui veillent sur le village et puis interpellent souvent les noctambules pour qu'ils fassent tout pour rentrer à la maison à temps. On se communique un certain nombre d'informations. Le chef et son équipe ont tout fait pour qu'il y ait, on va dire quoi, des haut-parleurs dans le village. Donc quand il y a quelque chose, tout de suite, on donne l'information et puis tout le monde a l'information. Si à Abobo-Baoulé, les rues sont barricadées pour la sécurisation de la cité, à Anono et à Blocos, des quartiers de la commune de Cocody, le plan de sécurisation diffère. Pas de symbole pour influencer des malfaiteurs, mais la jeunesse veille au grain. Les nuits, on a des jeunes qui surveillent le quartier. Ils sont tapis dans l'ombre. On a dit aux gens de faire très attention aux étrangers qui s'adressent aux enfants. Nous avons mis des dispositions pour emmener les gens à protéger leurs enfants. C'est-à-dire, les enfants ont un espace bien précis là où ils doivent s'amuser. Si on voit quelqu'un qui est étranger au village, qui s'adresse aux enfants, on l'interpelle automatiquement. Et dans le cas contraire, s'il veut s'opposer, on l'emmène à la chefferie et puis on fait ce qu'il doit faire. Mais on travaille en collaboration avec les forces de sécurité nationales, c'est-à-dire le 8e arrondissement. Quand on est submergé ou bien on n'arrive pas à gérer une situation, on appelle automatiquement le commissaire avec qui on travaille toujours. La violence urbaine a atteint des proportions alarmantes ces derniers mois avec le phénomène des microbes. Pour lutter contre cette insécurité grandissante, à Blocos, les familles sont vigilantes. Elles interdisent à leurs enfants les mauvaises compagnies et des sorties incontrôlées. Le conseil que nous pouvons donner aux enfants, de faire très attention quand ils vont s'amuser avec les camarades. C'est-à-dire que si par exemple ils vont à l'école, ils doivent se dire intérieurement, c'est l'école, après l'école c'est la maison. Après l'école, s'ils vont ailleurs, ils doivent savoir qu'il y a des conséquences derrière. Il faudrait que nos autorités, ces personnes, les commanditaires là, c'est eux, ils doivent mettre la main sur eux pour frapper un grand coup, c'est-à-dire que condamner les gens au maximum pour que les gens sachent que ce truc, c'est pas bon. La planification et la sécurisation de la capitale économique préoccupent les autorités sécuritaires du pays qui ont doté les forces de l'ordre de moyens modernes et efficaces pour accomplir leur mission de protection des personnes et des biens, ce qui permet de procéder à des arrestations. Plus de 122 cas d'arrestation sont enregistrés il y a quelques mois. Écoliers, élèves et étudiants peu attentifs. Le climat de discipline se dégrade dans les établissements scolaires en raison du bavardage. Tenez, que peuvent bien se dire ces écoliers pendant que l'institutrice explique une leçon de mathématiques. Quand on bavarde, on parle des films, des dessins animés de Claude Petit. Mes parents ne savent pas que je bavarde en classe. On peut faire des débats sur le football. Ça va, normalement on le fait quand même. On parle parfois de ce qui se passe pendant les congés, pendant le week-end, ce qu'on a fait à la maison. Dans ces conditions, quel que soit le sujet et la manière de le traiter, le cours est toujours un parcours du combattant lassant et épuisant. Que l'on soit à l'école primaire, au collège, lycée, grande école et université, le virus est universel. Le constat est que le bavardage en classe mine la vie des apprenants eux-mêmes, mais aussi celle des enseignants. Mais pourquoi le goût pour de tels risques? L'ennui du cours peut amener l'enfant à bavarder. Donc l'enfant bavarde avec ses camarades parce qu'ils ne sentent pas le goût de la leçon qui est dispensée. Les classes assez pléthoriques aussi peuvent amener les élèves à bavarder. La première conséquence, c'est sur les élèves eux-mêmes. Soit les élèves ne prennent pas correctement, ils ne prennent pas correctement les cours. Donc, un élève peut ne pas avoir appris bien le résumé à cause du bavardage. La deuxième conséquence, cela a une influence négative sur
la progression dans la matière. La portée des conséquences est dévastatrice. Elle dépeint sur la qualité de l'enseignement. Les parents d'élèves sont unanimes. Ils fustigent le bavardage en classe. Les parents dépensent pour nous. Nous partons pour apprendre. Et tu es là, tu bavardes. Bien sûr, si tu n'es pas conscient, mais laisse le voisin étudier au moins. Que disent les textes ivoiriens en la matière? Quelle est la nature des sanctions lorsqu'un élève est pris en flagrant délit de bavardage? Prendre des sanctions individuelles. Bon, comme tu fais du bruit, je te fais moins 2. C'est léger, mais ça peut interpeller un élève. Maintenant, si l'enfant le fait de façon récurrente et que ça perturbe son cours à tout moment, il peut, à un moment donné, poser le problème devant l'administration. À partir de là, si l'enfant a franchi un peu les limites, on peut prendre d'autres sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion temporaire de l'élève des cours pour l'amener à s'assagir. Mieux vaut prévenir que guérir. Pour éviter les sanctions, les encadreurs prévoient des astuces. Pour ne pas que les enfants bavardent, nous introduisons des petits chants pour attirer leur attention, pour qu'ils puissent nous suivre. Le maître ou bien l'enseignant qui dispense des cours doit établir des règles de discipline avec ses élèves pour que les élèves, en début d'année, sachent ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Heureusement que tous nos enfants, écoliers, élèves et étudiants ne sont pas piqués par le virus du bavardage. Témoin les différents prix d'excellence qui leur sont attribués en fin d'année. Le 26 avril 1986 a lieu le plus grave accident de l'histoire du nucléaire civil. À 1h23, 2 énormes explosions secouent la centrale nucléaire de Tchernobyl, à 120 km au nord de Kiev, en Ukraine, et à 16 km de la Biélorussie, URSS. Toute l'Europe est affectée. L'explosion du cœur du réacteur numéro 4 lors d'une expérience d'amélioration de la sécurité répand dans l'atmosphère l'équivalent d'une centaine de bombes atomiques d'Hiroshima. Les techniciens de la centrale et les équipes de pompiers qui interviennent sur le site et à brève échéance. Les 45 000 habitants de la ville de Pripyat, située à 3 km, sont évacués à la hâte le lendemain. En 1986, 116 000 personnes au total seront contraintes de quitter la zone, puis 230 000 au cours des années suivantes. Face à la catastrophe, l'URSS de Mikhail Gorbatchev se mure dans un silence assourdissant. En France, le président François Mitterrand craint que cela porte atteinte au programme nucléaire français et apporte de l'eau au moulin des écologistes. Le 28 avril, le nuage radioactif poussé par les vents se déplace vers l'Europe jusqu'en France, des Pays-Bas à la Turquie. Les pays dotés de centrales nucléaires renforcent le degré de sécurité de leur installation. Pendant ce temps, à Tchernobyl, militaires, pompiers, policiers, employés de la centrale sont réquisitionnés pour la décontamination, le nettoyage et la construction d'un sarcophage autour du réacteur accidenté. Mal équipés, sans véritable protection, ceux que l'on désigne sous le vocable liquidateur ne peuvent rester que 2 à 3 minutes. 5 millions d'Ukrainiens, de Biélorusses et de Russes habitent dans les territoires irradiés à divers degrés. Leucémie, cancer de la thyroïde, de la moelle osseuse, nombreux sont ceux qui périront ou tomberont malades. Le 14 mai, Mikhail Gorbatchev parle enfin à la télévision. Pendant 45 minutes, il évoque la catastrophe nucléaire. Tchernobyl devient un sujet majeur de la diplomatie européenne. Le deuxième réacteur de Tchernobyl a été arrêté en 1991 à la suite d'un incendie et son premier bloc a lui été mis hors service en 1996 dans le cadre d'un accord international. En 2000, soit plus de 14 années après la catastrophe nucléaire, Tchernobyl ferme ses portes. Kiev n'accepte de condamner la centrale qu'en échange d'une aide de 2,3 milliards de dollars des 7 pays les plus industrialisés, le G7. Ces fonds servira à construire de nouveaux réacteurs visant à remplacer la production de Tchernobyl, à financer les programmes sociaux et à accroître la sécurité dans les 4 autres installations nucléaires du pays. Victoire partielle car Tchernobyl reste une menace. Le problème le plus alarmant est le délabrement de la chape de béton qui recouvre les ruines du 4e réacteur. Le risque d'exposer à l'air libre un magma radioactif de 160 tonnes est grand. Son renforcement prendra au moins 10 ans, une opération délicate qui coûtera 760 millions de dollars.
Afrique.